Paris, la ville lumière, génère plus de richesses par habitant que presque n'importe quelle autre ville européenne. Son secteur des produits de luxe, dominé par des marques comme LVMH, Hermès et Chanel, exporte à lui seul 75 milliards d'euros de produits chaque année. Et pourtant, sortez au-delà du périphérique. Cette rocade qui entoure Paris, et vous entrez dans un tout autre pays. Dans des villes comme Laval, Valenciennes et Saint-Étienne, le chômage dépasse 15%. Les infrastructures s'effritent et les services publics se sont vidés de leur substance. Ce n'est pas un accident. La dette publique de la France a triplé au cours des 25 dernières années, atteignant 3,4 billions d'euros. Les seuls paiements d'intérêts dépassent désormais l'ensemble du budget des universités et des instituts de recherche. Pendant ce temps, depuis 2017, le pays a connu 7 premiers ministres, et aucun n'a apporté de réformes durables. Les salaires réels ont stagné tandis que le coût de la vie a fortement augmenté. Le système de retraite, autrefois pilier du modèle social français, absorbe aujourd'hui 14% de toute l'économie, soit plus que l'éducation, la défense et les transports réunis. L'accessibilité au logement s'est dégradée, et le chômage des jeunes atteint 18%, l'un des plus élevés du monde développé. Au fond, le problème de la France est simple, une dépense excessive, persistante. Depuis plus de 51 années consécutives, l'État enregistre des déficits budgétaires, dépensant toujours plus qu'il ne collecte en impôts. Et maintenant, la facture arrive. Quand on y pense, c'est ironique. La France a autrefois contribué à concevoir les règles budgétaires de la zone euro, et pourtant, aujourd'hui, elle représente la plus grande menace de les enfreindre. Pendant la majeure partie du XXe siècle, la France a été un modèle de prospérité. Elle a bâti un État-providence complet, fondé sur un contrat social simple. Si vous tombiez malade, l'État couvrait les frais médicaux. Si vous perdiez votre emploi, les allocations chômage vous maintenaient à flot. Quand vous preniez votre retraite, une pension était garantie. Du berceau à la tombe, l'État s'occupait de vous. Pendant des décennies, le modèle a fonctionné. La croissance était forte, le niveau de vie élevé, et la France est devenue la deuxième économie d'Europe. Beaucoup y voyaient la preuve que le capitalisme et le socialisme pouvaient coexister. Mais il y avait un piège. Les recettes, à elles seules, n'ont jamais couvert totalement les dépenses. Le déficit a donc été financé par la dette. En réalité, la France a enregistré un déficit budgétaire chaque année, sans exception, depuis 1974. Pour être juste, la dette n'est pas intrinsèquement mauvaise. Elle peut alimenter la croissance lorsqu'elle sert à des investissements productifs, et pendant des années, la France a fait exactement cela. L'économie grandissait, la main-d'œuvre était jeune, et des millions de personnes cotisaient au système. Tout cela rendait les avantages sociaux supportables. Mais avec le temps, l'équilibre est devenu plus difficile à maintenir. En essence, la France fait face à 3 impasses, une population qui se contracte, un exode industriel, et un système politique incapable de résoudre l'un ou l'autre. Ces problèmes ne sont pas séparés, qu'on pourrait traiter isolément. Ils sont interconnectés, s'auto-renforcent, et ensemble, ils poussent le pays vers une confrontation avec la réalité. La crise démographique de la France est peut-être la plus pressante, et elle est pire qu'elle n'en a l'air. En 2010, le taux de fécondité du pays était de 2,0 enfants par femme, le plus élevé d'Europe. Aujourd'hui, il est à 1,6 et continue de baisser. Le nombre de naissances est passé de 833 000 en 2010 à 663 000 en 2024. C'est une baisse de 20%, plus marquée que celle de l'Allemagne. Et le timing rend la situation encore plus grave. Ces baby-boomers, ceux nés entre 1945 et 1973, partent maintenant à la retraite en masse. Environ 800 000 personnes sortent du marché du travail chaque année, tandis qu'environ 700 000 jeunes les remplacent. Cela crée un déficit annuel de 100 000 travailleurs, qui s'accumule indéfiniment. Les chiffres ne tombent plus justes. En 1990, il y avait 5 adultes en âge de travailler pour chaque retraité. En 2000, ce ratio est tombé à 4, puis à 3 en 2010, et aujourd'hui il est proche de 2. On voit bien où tout cela mène. D'ici 2040, la France n'aura que 1,5 adultes en âge de travailler pour chaque retraité. Les retraites et la santé absorberont une part toujours plus grande du budget,
tandis que la base fiscale nécessaire pour les financer continuera de se rétrécir. Cela signifie que chaque travailleur français paiera non seulement pour lui-même, mais aussi pour la retraite de quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas tout, car la productivité ne compense pas. Dans une économie saine, les travailleurs deviennent plus productifs au fil du temps, grâce à de meilleures technologies, à l'éducation et aux infrastructures. Cette hausse de productivité peut compenser les effets du déclin démographique, puisqu'une personne peut faire le travail de 2 personnes d'une génération précédente. Mais en France, la croissance de la productivité s'est essoufflée. Entre 2015 et 2023, la productivité française n'a augmenté que de 0,3% par an, soit la moitié de la moyenne de l'OCDE. Cela crée une boucle vicieuse. Une population vieillissante exige davantage de dépenses en santé et en retraite. Mais avec moins de travailleurs et une productivité stagnante, il y a moins de richesses pour financer ces exigences. La deuxième crise est le déclin industriel. En 1980, l'industrie manufacturière représentait 26% de l'économie française. Aujourd'hui, c'est environ 13%. Cela peut sembler être une désindustrialisation normale, quelque chose que toutes les économies avancées traversent lorsqu'elles se tournent vers les services. Mais en France, les conséquences ont été existentielles. Voici le point clé, les emplois industriels ont tendance à se regrouper et à se multiplier. Un emploi en usine soutient 3 ou 4 postes supplémentaires dans la logistique, la maintenance, le commerce et les services. Ainsi, quand les usines ferment dans des régions comme Lyon ou Lille, des écosystèmes entiers s'effondrent, la valeur des propriétés chute, les jeunes partent, les recettes fiscales plongent, et la population restante vieillit et dépend davantage de l'aide sociale. La France l'a vécu de plein fouet. Lorsque l'euro a été introduit en 1999, le pays a perdu 900 000 emplois industriels en une décennie. La concurrence mondiale a joué un rôle, mais la France était aussi particulièrement exposée à cause de ses lois du travail. Le travail en France est le plus cher de la zone euro. En incluant les avantages sociaux, les employeurs paient près de 50% de plus que le salaire brut. À titre de comparaison, en Allemagne, c'est environ 30% et en Pologne, 20%. Les industriels sont donc partis. Pourquoi payer 3 fois plus pour un travailleur français, quand quelqu'un en Pologne peut faire le même travail pour beaucoup moins cher? Le résultat a été un exode industriel. Les usines ont fermé et ont déménagé à l'étranger. Michelin a délocalisé la production de pneus de Clermont-Ferrand vers la Pologne et l'Espagne. Renault a déplacé des opérations d'assemblage vers le Maroc et la Roumanie. Et PSA Peugeot Citroën a fermé des usines à Aulnay-sous-Bois et a transféré la production en Slovaquie. Certains sièges sociaux sont restés en France pour des raisons fiscales, mais l'essentiel de la production est parti. Ce qui est resté, c'est une économie coupée en deux, des services à haute valeur ajoutée concentrés à Paris, tandis que les provinces ont hérité d'une base industrielle en décomposition. La troisième crise de la France est politique, et c'est la plus difficile à résoudre, parce qu'elle est inscrite dans les institutions de l'État. Le problème commence avec la polarisation. La politique française s'est scindée en 5 grands blocs, l'extrême droite, le centre, la gauche et l'extrême gauche. Aucun n'est capable de former une majorité, ce qui laisse l'Assemblée nationale divisée. Les compromis politiques deviennent presque impossibles, et chaque gouvernement survit surtout en évitant les décisions controversées. Quand Macron a imposé la réforme des retraites, faisant passer l'âge de départ de 62 à 64 ans, il a gagné juridiquement, mais il a perdu politiquement. Son parti s'est fissuré, ses taux d'approbation se sont effondrés, et la réforme elle-même est devenue tellement toxique que plus personne n'ose proposer quelque chose de comparable depuis. Et ce climat politique ne concerne pas seulement les retraites. Il affecte tout. Prenez la réforme fiscale, par exemple. Le système actuel est complexe, rempli de failles, et il décourage l'investissement. Mais le corriger signifie que certains groupes perdent des avantages, ce qui déclenche des protestations et des retours de flammes politiques. La réforme du travail est un autre exemple. Des réglementations rigides maintiennent le chômage des jeunes à un niveau élevé, mais toute tentative de réforme déclenche la résistance syndicale, les manifestations et un risque politique. Le résultat, c'est la paralysie. Depuis 2017, la France a eu 7 premiers ministres. La plupart ont duré moins de 18 mois. Chacun promettait des réformes, mais n'a rien livré de vraiment significatif.
La bureaucratie continue de fonctionner, l'État continue d'emprunter, mais les problèmes restent sans réponse. Et voici la partie dangereuse, quand rien ne change, les électeurs ont tendance à se radicaliser. Le soutien au Rassemblement national, le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, est passé de 18% à 33% au cours des 7 dernières années. Pendant ce temps, à gauche, le mouvement La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon atteint désormais 22%. Entre ces deux mastodontes, les partis antisystèmes rassemblent plus de la moitié de l'électorat. Ils ne peuvent pas gouverner, mais ils peuvent empêcher les autres de gouverner, ce qui leur donne un levier politique. Ainsi, dans la politique française, l'autopréservation est devenue l'autodestruction. Et cela compte, parce que les problèmes de la France exigent une action urgente et coordonnée sur plusieurs domaines à la fois. La crise des retraites ne peut pas être résolue sans réforme du travail. Les marchés du travail ne peuvent pas être réformés sans politique industrielle. Et la politique industrielle est impossible sans réforme fiscale. Tout est connecté, ce qui signifie que tout doit bouger ensemble. Mais le système politique bloque désormais, involontairement, précisément ce type de réforme globale. Ce que les gens croient pèse souvent plus que ce qui fonctionne réellement. L'économie en est la preuve. Pendant des décennies, le modèle économique français a fonctionné parce que les investisseurs croyaient qu'il continuerait à fonctionner. Mais aujourd'hui, cette croyance se fissure. Le rendement des obligations françaises à 10 ans est monté à 3,2%, son plus haut niveau depuis 2012, et presque au même niveau que l'Italie. Sur le plan budgétaire, c'est un tournant majeur. Pendant la majeure partie de l'ère de l'euro, la France empruntait à des taux proches de ceux de l'Allemagne, signe que les marchés considéraient la dette française comme fondamentalement sûre. L'écart entre les obligations françaises et allemandes dépassait rarement 50 points de base. Aujourd'hui, il approche 80 points de base et continue de s'élargir. Cela peut sembler être un détail technique, mais les implications sont profondes. Chaque point de base ajoute des milliards en coûts d'intérêt supplémentaires pour la France. Et ces paiements ne peuvent ni être réduits ni être reportés. Ils doivent être payés intégralement et à temps, sinon le pays fait défaut. Le pacte de stabilité et de croissance de l'Union européenne, un ensemble de règles sur les déficits et la dette, a été conçu pour empêcher précisément le type de situation dans laquelle la France se trouve aujourd'hui. L'euro a été construit sur une prémisse simple. Sans filet de sécurité partagé, chaque pays devait maintenir une discipline budgétaire. La zone euro n'a ni union de transfert, ni dette partagée, ni soutien automatique des régions riches vers les régions pauvres. À la place, le système repose sur la retenue budgétaire, et la plupart des membres s'y tiennent. La France, cependant, a enfreint ces règles depuis leur création. Les limites officielles disent que les gouvernements devraient maintenir les déficits en dessous de 3% et la dette en dessous de 60% du PIB. Mais la France affiche des déficits de 6% et une dette à 113% du PIB. Chaque fois que Bruxelles soulève le sujet, les Français acquiescent poliment et ne font rien. Au bout du compte, l'effondrement lent de la France va à l'encontre des normes historiques. Elle dispose d'énergie nucléaire, d'infrastructures solides, de personnes qualifiées, d'une influence mondiale, et d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Et pourtant, elle dérive vers l'irrélevance parce qu'elle refuse de prendre des décisions politiques difficiles. Les chiffres sont implacables. À ce rythme, la dette de la France dépassera 125% du PIB d'ici 2030. Les paiements d'intérêts dépasseront 100 milliards d'euros, tandis que les retraites nécessiteront environ 50 milliards d'euros de renflouements annuels. Ce n'est durable sous aucune forme. Quelque chose doit céder. Soit les législateurs prennent leur courage et imposent les réformes, soit les marchés imposent l'austérité par la hausse des coûts d'emprunt. Ou bien, si rien d'autre ne se produit, la Banque centrale européenne enfreint ses propres règles et finance indéfiniment les déficits français. Quoi qu'il arrive, Paris restera riche. Ces marques de luxe prospéreront et les touristes continueront de visiter la Tour Eiffel. Le reste du pays, en revanche, pourrira lentement. La France qui a autrefois façonné l'Europe et défié les grandes puissances deviendra stérile. Dans une génération, la France pourrait devenir la Grande-Bretagne qu'elle a autrefois tournée en dérision, vieille, pauvre et édentée. Il existe bien sûr une solution au déclin démographique, et elle est technologique. Ce dont la France a besoin, c'est d'un multiplicateur de productivité. La robotique offre exactement cela.
Des machines qui travaillent en continu ne prennent pas leur retraite et peuvent compenser la perte de travailleurs humains. Un seul robot humanoïde fonctionnant 20 heures par jour, 350 jours par an, produira 4 fois plus qu'un travailleur humain. Oui, la robotique semble être la solution. Et soyons honnêtes, c'est une partie de la solution. Les robots peuvent stabiliser la production, compenser la pénurie de main-d'œuvre, maintenir certaines chaînes industrielles en vie, et rendre une économie plus performante à court terme. Mais si l'on regarde plus loin que l'urgence, si l'on pense en stratège et non en technicien, alors une question surgit, une société peut-elle se sauver en remplaçant l'humain, tout en laissant s'éteindre la source même de l'humain? Car à long terme, si les naissances continuent de chuter, ce ne sont pas seulement les travailleurs qui disparaissent. Ce sont aussi les consommateurs, les familles, les communautés, les contribuables, les rêveurs, les créateurs. Une économie n'est pas seulement une addition de productivité. Une économie, c'est une civilisation en mouvement. Et une civilisation sans renouvellement humain finit par se vider, même si ses usines tournent. Robot oui, mais si l'on fait de la robotique un substitut au courage politique et à la vision sociale, alors on ne règle pas le problème, on le repousse, on le masque, et surtout on l'aggrave. La vraie stratégie, la plus sage, ce n'est pas de choisir entre robot et natalité. C'est de comprendre l'ordre des priorités. Oui, les robots peuvent soutenir l'économie. Mais la hausse des taux de natalité est une question de survie sociale, culturelle et même psychologique. Et pour qu'une natalité remonte durablement, il faut créer des conditions de vie qui donnent envie de construire, de fonder, d'élever, de transmettre. Cela suppose du logement accessible, une stabilité économique, une confiance dans l'avenir, une cohésion sociale, une sécurité du quotidien, et une reconnaissance réelle de la dignité humaine. C'est là que se trouvent les solutions profondes. Dans la qualité de la vie, dans la justice sociale, dans la paix intérieure d'un peuple, dans la capacité d'un État à réconcilier sa population avec l'idée même d'avenir. Et cela nous oblige à regarder plus large. Le monde tel qu'il est conçu aujourd'hui, avec ses institutions, ses règles, ses rapports de force, ses hypocrisies, ses discriminations et ses murs invisibles, doit être repensé. Parce qu'un système qui humilie, qui exclut, qui maintient des populations dans la frustration, la peur, la précarité ou la colère, finit toujours par produire l'instabilité. Les sociétés ne s'éteignent pas uniquement par manque de technologie. Elles s'éteignent lorsque l'humain perd foi en la vie, en la justice et en la possibilité de bâtir. C'est pour cela que les solutions pérennes pour la France ne se trouvent pas dans une fuite en avant, ni dans la nostalgie d'une domination passée, ni dans des logiques de blocs fermés, de rapports brutaux, de pression et de stratégies dangereuses qui produisent des ennemis pour demain. L'histoire est une mémoire longue. Les peuples se souviennent. Les nations se souviennent. Et ce que l'on impose aujourd'hui, ce que l'on arrache aujourd'hui, ce que l'on décide aujourd'hui dans la logique du coup de force, revient toujours sous forme de ressentiment, de fracture, de défiance et d'opposition durable. Regardez l'Afrique. Les blessures coloniales ne sont pas un chapitre fermé dans un livre. Elles sont une réalité psychologique, culturelle et politique vivante. Elles influencent encore les perceptions, les alliances, les refus, les colères et les blocages. Quand une nation pense gagner à court terme en humiliant, en imposant, en exploitant, elle perd à long terme, parce qu'elle fabrique une mémoire collective qui devient un mur. Et ce mur, tôt ou tard, se dresse contre elle. C'est une leçon historique. Et c'est une leçon de leadership. Alors oui, robot oui. Mais la France, comme toute grande nation, a besoin de plus qu'un levier technologique. Elle a besoin d'un projet humain. D'une politique intelligente, inclusive, cohérente. D'une vision du monde plus mature, moins arrogante, moins brutale, plus stable. Une vision qui crée des ponts plutôt que des humiliations, qui construit des équilibres plutôt que des tensions, qui rend la vie désirable plutôt que de la rendre anxieuse. Une vision qui comprend que la puissance durable n'est pas seulement de produire plus, mais de permettre à un peuple de croire en demain. Et c'est là que le message devient simple, la technologie doit servir l'humain, pas le remplacer. La performance doit soutenir la vie, pas la rendre inutile. L'avenir doit être pensé comme une reconstruction humaine, pas comme une simple automatisation des symptômes. Voilà pourquoi cette histoire n'est pas seulement celle de la dette, des déficits, de l'industrie ou des robots. C'est l'histoire d'un choix de civilisation. Est-ce qu'on veut une société efficace mais vide, une société productive et vivante? Est-ce qu'on veut des machines qui travaillent, ou des humains qui vivent, qui créent, qui aiment, qui bâtissent et qui transmettent? Et maintenant, si vous aimez ce genre d'analyse qui va au fond, sans slogan,
sans superficialité, alors vous êtes au bon endroit. Ici, c'est Selfa. Ici, on parle de mentalité, de lucidité, de leadership, et de stratégie de vie qui transforme une personne, une communauté, une nation. Abonnez-vous, parce que ce que nous faisons ici n'est pas du divertissement rapide. C'est une école de conscience. Activez la cloche, partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre une vérité solide, et écrivez en commentaire votre avis, la robotique est-elle un progrès, ou un piège, si elle remplace le courage de réparer le monde humain? On se retrouve dans la prochaine vidéo. Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la fonction de notification pour rester au courant de nos vidéos informatives.